Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 7 de C++. Bon, pour rappel, dans le dernier cours, on avait vu des manières d'organiser son projet de manière un petit peu plus approfondie que ce qu'on a fait pour l'instant. Bon, ce cours va nous être pas mal utile pour le cours d'aujourd'hui, qui représente quelque chose de très important en C++, les classes et les objets. Bon, sur ce, pas de temps à perdre, c'est parti. Bon, ce truc, c'est vraiment les trucs les plus importants en C++, et une des raisons de sa popularité d'ailleurs. Et pour comprendre ce que c'est, il faut faire quelques rappels sur le système de types en C++. Donc pour rappel, les types, il y en a des primaires et des non primaires. Et parmi les types non primaires, il est possible de créer son propre type grâce à un système, le système de classe. Donc pour rappel, un type, c'est un ensemble de règles qui définissent comment une donnée doit se comporter. Et une classe, c'est la même chose, un ensemble de règles qui va définir tout ce qu'un objet peut et ne peut pas faire. Bon d'ailleurs, des classes, on en a manipulé quand même quelques-unes, comme string ou vector. D'ailleurs, ce système de classe s'inclut dans un paradigme que nous n'avons pas encore vu, la programmation orientée objet. Bon, tous ceux qui sont en NSI ont dû le voir à un moment, et sachent à quel point c'est important. C'est lui d'ailleurs qui définit le système de classe, avec tout ce qui le définit précisément, comme l'abstraction, l'encapsulation, l'instanciation, le polymorphisme, etc., etc. Bon, une classe en C++, c'est assez facilement déclaré, avec le mot-clé classe, espace, le nom de la classe, entre accolades de tout ce qui sera dans la classe, et à la fin, ne pas l'oublier, un point virgule. D'ailleurs, les noms de classe en général, ça commence par une majuscule. Bon, même si pour certaines classes comme string ou vector, c'est pas le cas, bon, essayez-vous de les commencer par des majuscules, ce sera plus simple. Et pour créer une variable du type de votre classe, il faut utiliser le nom de la classe, espace, le nom de votre variable. Aussi simple que ça. En sachant qu'une variable d'une certaine classe est appelée une instance de cette classe, ou plus communément, un objet. C'est de là que vient le nom d'ailleurs. Bon, il est aussi possible de remplacer le mot classe ici par le mot struct. On verra la différence entre les deux un peu plus tard. Bon, du coup, avec notre instance, il est possible d'utiliser des variables et des fonctions qui sont contenues dans l'instance. Les variables dans l'instance sont appelées des attributs, et les fonctions utilisables via l'instance sont appelées des méthodes. Et comme on l'a vu avec les vecteurs et les strings, il faut utiliser l'opérateur point pour y accéder. Donc là, par exemple, on accède avec tableau 2 à la méthode pushback pour rajouter 10 au tableau. Et ça avec n'importe quelle méthode. Et aussi n'importe quel attribut. Même si pour les attributs, c'est un petit peu spécial, on verra après. Bon, maintenant, on va rentrer un petit peu plus précisément dans les termes méthode et attribut, en sachant que pour définir un attribut dans une classe, donc dans la classe que vous venez de créer, il faut tout simplement la déclarer comme une variable normale. Donc là, par exemple, int âge est égal 40 dans la classe personne. Donc pour rappel, j'écris en anglais, on avait vu ça au dernier cours, pourquoi il faut faire comme ça. Et donc là, dans n'importe quelle instance de personne, on aura une variable âge qui sera par défaut de 40. On pourra la modifier après, mais si on la modifie pas, elle sera de 40. Et d'ailleurs, pour les attributs, c'est conseillé de mettre un petit a underscore juste avant, comme ça vous différenciez les attributs des autres variables. Donc bon, c'est toujours pratique. Bon, pour les méthodes, c'est la même chose. Dans la classe, on définit une fonction. Donc là, par exemple, show âge, qui affiche l'âge de la personne. A noter d'ailleurs que l'ordre de déclaration, donc là l'attribut et là la méthode, n'est pas compté puisque l'attribut est toujours déclaré avant la méthode. Dans toutes les classes, quoi qu'il arrive, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs, bon là, c'est la plus simple façon de faire, mais vous pouvez aussi faire d'une façon un petit peu mieux, en créant des méthodes constantes, donc qui sont des méthodes qui ne modifient pas l'objet. Donc par exemple show âge, du coup il n'y a pas de modification, c'est juste afficher quelque chose. Donc vous pouvez rajouter const devant, pour dire c'est constant. En effet, seules les méthodes constantes peuvent être utilisées dans un objet déclaré constant. Donc c'est bien de le mettre quand on peut. Bon là les méthodes qu'on a fait, on les a créées, sauf qu'il existe des méthodes déjà prédéfinies dans chaque classe. Bon il y en a plein, mais il y en a deux très importantes. Elles sont nommées le constructeur et le destructeur de classe. Donc le constructeur c'est une méthode qui est appelée pendant la création de l'instance, et le destructeur pendant sa destruction. Bon à noter qu'elles ne retournent même pas void, en fait elles retournent rien, et elles ont toujours le même nom que la classe. Donc là par exemple personne. Par contre aucun retour. Et donc quand vous allez créer votre instance, c'est cette méthode qui va être appelée en premier. Et d'ailleurs, si elle a des paramètres, alors c'est lors de la création qu'il faut mettre les valeurs de chaque paramètre. Bon là, il y a deux façons de faire. Personnellement, je préfère celle-là, mais elle est un petit peu moins intuitive parce qu'on dirait que là, la fonction retourne quelque chose, alors que non, c'est pas le cas. C'est plus un abus d'écriture de faire ça, mais bon. Grâce à ça, vous pouvez mettre tous les paramètres que vous voulez dès la création de votre objet. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire plus direct en mettant deux petits points juste après la déclaration, ainsi qu'un attribut et la valeur à lui attribuer directement. Bon, c'est un peu plus rapide à écrire, et c'est nécessaire d'ailleurs pour les attributs constants, donc voilà, c'est cool de savoir faire ça. Et d'ailleurs, vous pouvez même avoir plusieurs constructeurs, et vous pouvez même vous arranger pour qu'ils s'appellent entre eux. Donc là par exemple, j'ai un constructeur qui ne prend rien, et qui par défaut appelle un constructeur qui prend l'âge à un âge par défaut qui est de 40. Et pour l'appel du constructeur, c'est toujours, comme on a fait ici, après la déclaration et les deux petits points. Toujours comme ça, pas après. Et donc là, si on regarde, les deux façons de faire sont tout à fait possibles. Donc ça c'était pour le constructeur. Pour le
destructeur, c'est une méthode qui est appelée lorsque l'instance n'est plus utile, donc qu'on sort de sa zone de définition. Et il se déclare exactement comme le constructeur, avec juste une petite vaguelette d'espagnol avant. Donc là, hop, suppression d'une instance, et ça c'est le destructeur. Ça c'est très cool pour les libérations de mémoire, ou pour les opérations qui doivent être faites juste avant la suppression d'une instance. Donc ça a plein d'avantages. Bon, dernier petit truc un petit peu plus d'un point de vue organisation qu'autre chose, il est possible de séparer les classes entre leur déclaration et la définition des fonctions. Donc c'est comme on l'avait vu au dernier cours, les déclarations peuvent être mises dans le header et les définitions dans un fichier source. Donc avec tous les avantages qu'on y connaît, compilation plus rapide, moins lourde, tout ça. Bon, par contre, tout ce qui appartient à une classe est en fait dans l'espace de nom de cette classe. Donc quand on définit les fonctions, il faut penser à mettre la classe, la fonction. Donc le même système d'espace de nom qu'on a vu au dernier épisode. Ah, et d'ailleurs, le type c'est avant l'espace de nom, comme dans cet exemple. Donc voilà, faites attention à ne pas vous faire avoir. Bon, par contre, si vous mettez la définition directement dans le header, alors la fonction est interprétée par le compiler comme une fonction statique comme on l'a vu au dernier épisode. Donc ça prend un peu plus de temps à faire. Bon, pour question de simplicité, on va faire comme si tout était défini directement dans le fichier source pour la suite du cours. Et bon, sachez que ça existe et que c'est possible de le faire. Et d'ailleurs, si possible, faites-le quand vous pouvez. En suivant cet exemple, si vous voulez, comme ça, hop, pas de problème. D'ailleurs, n'ayez pas peur pour les attributs, pas besoin de le redéfinir, ils sont définis directement à la création de l'instance, donc là, pas de problème. Bon, pour finir avec tout ça, on va voir deux mots-clés assez importants pour les méthodes, et aussi les attributs, qu'on a déjà vu dans le dernier cours, mais qui, pour les classes, ont des définitions différentes, inline et static. On va commencer par inline, le plus simple, qui est utilisé pour les méthodes, et en gros, si une méthode est déclarée avec inline, alors l'endroit où la méthode est appelée est remplacé par le code assembleur de la méthode. Donc en gros, si vous appelez showAge ici, c'est comme si vous remplaciez l'endroit où vous faites l'appel par ce code-là. Bon, ça peut paraître assez ambigu, puisque en C++, c'est pas possible, et on verra pourquoi après, mais en assembleur, il n'y a pas de problème. Bon, ça rend le tout un petit peu plus rapide, mais aussi plus lourd. Et à noter que si une fonction est déclarée inline dans la classe, alors elle doit l'être aussi dans sa définition dans le fichier source, à moins que vous la mettiez directement dans la déclaration, comme vous voulez. Bon, en général, c'est utilisé pour les getters et les setters, pour pas se prendre la tête. Et le deuxième mot-clé qu'on va voir, c'est static. Une méthode statique, c'est une méthode qui n'est pas faite pour être utilisée sur un attribut de classe, mais sur la classe en général, sur l'espace de nom de la classe. Bon, dit comme ça peut paraître un petit peu inutile, mais en vrai, d'un point de vue purement organisation, ça a quand même quelques avantages, donc c'est toujours cool. Et en sachant que vous pouvez quand même l'utiliser avec une instance, par contre, vous ne pourrez pas accéder aux attributs de l'instance directement. Donc ça, ce sera pas possible puisqu'on ne pourra pas accéder à age, puisqu'on n'aura pas accès aux attributs de l'instance. Bon, du coup, pour l'appeler, il faudra utiliser l'espace nom du nom de la classe, le nom de la méthode. Donc bon, c'est quand même pas trop mal. Et d'ailleurs, il est aussi possible de déclarer des attributs comme étant statiques. Donc là, c'est la même chose que les variables statiques qu'on a vu au dernier cours. Elles appartiennent à la classe, et elles sont aussi accessibles via les instances, mais chaque instance n'a pas sa propre duplication de l'attribut. Il n'y en a qu'une seule dans tout le code et c'est tout. C'est un peu une variable globale en fait, pour toute la classe. Bon, par contre, à l'inverse des attributs qui sont définis directement à la définition de l'instance, des attributs statiques, eux, il faut les définir dans un fichier source après, ou au même moment si vous êtes directement dans un fichier source. Parce que du coup là, il n'y a pas d'instance qui les définissent, donc ça peut bugger. Donc il faut y penser à faire ça. Bon, une utilité de ce genre de variable, c'est par exemple de compter le nombre d'instances créées d'une classe. Donc par exemple ici de la classe personne, pour savoir combien de personnes ont été créées, et pouvoir faire des opérations avec, que ce soit avec une méthode statique ou pas d'ailleurs. Ça, c'est à vous de voir. Bon, maintenant pour se déclarer des méthodes et des attributs, c'est bien, mais la programmation orientée objet vous offre un petit truc en plus, donc pour les méthodes et les attributs, pour rendre leur utilisation le plus simple possible. Et ce petit truc, c'est ce qu'on appelle le principe d'encapsulation. Donc encapsulation, on met tout dans une capsule et on ne fait ressortir que le nécessaire. Bon, dans notre exemple ici, qu'est-ce que le nécessaire? C'est ce qu'il faut pour faire marcher l'instance. Bon, jusque là. Et en général, l'idée est aussi de passer que par des méthodes et pas par des attributs, que ce soit pour la modification de valeurs, pour réaliser des opérations, etc. etc. Voilà, vous pouvez vous demander, mais si on n'a pas d'attributs, alors comment est-ce qu'on va faire? Eh ben c'est très simple, on va rendre l'utilisation des attributs possible que dans les méthodes de la classe. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il existe 3 mots-clés importants, C++ pour ça, public, protected et private. Tout ce qui est après public, c'est directement accessible via l'instance ou via l'espace de nom de la classe. Donc bien entendu en dehors de la classe. A l'inverse, tout ce qui est dans private n'est accessible que dans la classe, donc dans les méthodes. Donc en général, les trucs compliqués et un peu embêtants, on les met dans private. Et protected, on va en parler un petit peu après, quand on parlera de l'héritage. D'ailleurs, si vous décidez de ne pas mettre ces mots ici, alors par défaut, tout ce qui sera dans une classe sera en private, tout.
Et la différence d'ailleurs avec la déclaration avec struct, c'est que tout ce qui sera dans struct sera par défaut public, bien que vous pouvez en rendre une partie private. C'est d'ailleurs la seule différence entre les deux, et en général le struct c'est utilisé pour des trucs simples. Bon, le truc c'est qu'avec ça du coup on peut pas accéder aux attributs hors de la classe, c'est pour ça qu'il faut faire un truc qui peut paraître assez peu productif quand on y réfléchit, rajouter deux méthodes qui permettent d'y accéder. Ces méthodes sont appelées des getters pour accéder à l'attribut, et des setters pour le modifier. Alors en effet, ça serait plus simple de mettre carrément l'attribut en public, mais l'avantage de faire avec des méthodes, c'est que si on a besoin d'y appliquer une opération avant de redéfinir ou de renvoyer l'attribut, et bien là on peut le faire sans aucune difficulté. D'ailleurs en général, c'est conseillé de mettre les getters en const, parce qu'elles ne font que lire la valeur et donc elles les modifient pas. Il y a aussi une convention de nommage qui peut être utilisée. Pour les getters, vous avez deux choix. Soit vous mettez get underscore nom de l'attribut, soit vous mettez carrément le nom de l'attribut sans le a underscore. Bon, moi je fais comme ça, mais après vous c'est comme vous voulez. Et pour les setters, vous mettez set underscore nom de l'attribut et hop, comme ça on saura facilement que c'est un setter. Donc pour notre classe personne, si on applique l'encapsulation, on obtient ça. Constructeur et destructeur public, un getter, un setter pour l'âge, et l'attribut en privé. Bon, ce truc c'est super utile, ça rend l'utilisation de la classe bien plus simple, et donc si vous voulez partager votre code et que vous faites pas ça, bon c'est quasiment mort, donc pensez à le faire quand vous pouvez, ça sera bénéfique pour tout le monde. Bon, maintenant avec tout ça, on est capable de déclarer et de définir des classes. Sauf que pour parler du système de classe, même à un niveau basique, il y a un truc assez important à voir que nous allons voir dès maintenant, le polymorphisme et l'héritage. Bon, deux mots différents mais le concept est quasiment le même. Polymorphisme, si on fait un petit peu d'analyse du mot poly, plusieurs, morphisme, forme, plusieurs formes, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'une classe peut avoir plusieurs formes, et qu'en fait une classe peut être plusieurs classes en même temps. Alors comment c'est possible? On va voir ça dès maintenant, mais avant, il faut savoir un petit truc, c'est que deux types différents peuvent avoir besoin d'exactement les mêmes données. Donc par exemple, notre type personne contient des données sur une personne quelconque, et si on crée un autre type qui s'appelle développeur, il contiendrait des données et sur le métier de développeur, mais aussi sur la personne en elle-même. En fait, ça serait une extension de la classe personne. Grâce au système de classe, on peut se débrouiller de telle manière à ce que la classe développeur puisse dériver de la classe personne, pour qu'en fait un développeur soit juste une personne avec plus de données encore. Et bien ce système, ça s'appelle le polymorphisme. Plusieurs formes, donc là développeur et personne. D'un point de vue plus C++esque, une instance de développeur pourra être utilisée exactement comme une instance de personne. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, une instance de personne ne sera pas la même qu'une instance de développeur, puisque dans développeur il y aura plus de données. Et d'ailleurs, quand on crée une classe développeur qui dérive de personne, on dit qu'on crée une classe développeur qui hérite de personne. Et en sachant qu'on peut faire plusieurs classes qui s'héritent entre elles, donc par exemple B qui hérite de A, C qui hérite de B, D qui hérite de C, etc. etc. Et donc avec ça, en fait, toutes ces classes hériteront de A, toutes sauf B hériteront de B, toutes sauf B et C hériteront de C, etc. etc. C'est un système complexe mais extrêmement efficace. Pour faire ça en C++, c'est très simple. Après la déclaration de la classe, donc classe, nom de la classe, vous mettez deux petits points, le mot-clé public, donc le mot-clé d'encapsulation, et le nom de la classe qui est hérité, qu'on appellera ici classe parent. Donc là on a notre classe développeur qui hérite de personnes. On verra plus tard pourquoi on a mis un public juste ici. Bon après sinon c'est une classe normale, hein, on met un constructeur, un destructeur, quelques attributs. Et un truc cool qu'on peut faire avec le polymorphisme, c'est appeler dans le constructeur de développeur, donc juste après les deux petits points là, le constructeur de personne, donc la classe parent, qui lui du coup prend un argument qui est l'âge, et donc comme ça on va pouvoir spécifier un âge au développeur, alors qu'il n'est pas ici. Donc grâce à ça on a une classe plus simple, et c'est que le début. Parce qu'on peut se dire, ah ben il n'y a pas l'âge, du coup ben on peut pas utiliser l'âge. Et ben si on peut, parce que si on fait le test ici, qu'on passe un développeur à une fonction qui prend une personne, c'est pas le même type, on peut dire il y a une erreur, et ben non ça passe. Comme personne est la place parent de développeur, alors le développeur peut être interprété comme une personne. Pourquoi cela? Grâce à un procédé nommé l'héritage des membres, qu'on va voir juste maintenant. En effet, ici dans notre exemple, on a appelé la méthode âge, alors qu'ici, ben, elle n'y est pas. Donc comment est-ce possible? Eh ben c'est très simple. Grâce au système d'héritage, toutes les méthodes dans personne, tout ce qui est déclaré en public, sera aussi utilisable dans la classe enfant. Donc là, développeur. Donc là ici, âge, c'est public, donc c'est utilisable. Et d'ailleurs, aussi, ce qui est en privé est hérité. Donc en fait, développeur contient bel et bien un attribut à âge. Cependant, il n'est pas utilisable. Pourquoi? Tout simplement parce que même dans les classes, avec les liens de parenté et tout, ce qui est privé dans une classe parent n'est pas atteignable dans une classe enfant.
C'est pour ça qu'ici, si on voudrait utiliser l'attribut âge, il va falloir utiliser la méthode. Pareil, toujours le même principe, encapsulation, simplification, tout ça. Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'encapsulation, ici, s'il y a écrit public, c'est tout simplement pour savoir comment interpréter les méthodes publiques de personnes. Par exemple, là, si on avait mis private, les méthodes ici de personnes seraient héritées à développeur avec la protection private. Donc là, comme on met en public, les méthodes publiques de personnes sont directement publiques. Bon, c'est assez rare qu'on ait à mettre autre chose que public ici, mais bon, il faut savoir que ça existe. Bon, dernier truc pour l'encapsulation dans les classes, c'est que en effet, si on veut faire un attribut partagé entre toutes les classes enfants, avec ce qu'on a vu là, il faudrait la mettre en public, ce qui est pas satisfaisant. Heureusement, il existe une version du mot-clé private qui permet de rendre les attributs privés hors de la classe, mais accessibles dans les classes enfants. Ce mot-clé, c'est protected, qu'on a déjà mentionné vite fait là-haut. C'est comme private, mais juste accessible dans les classes enfants. Donc comme ça, pas de problème d'encapsulation, tout est nickel. Bon, déjà, avec ça, on a un truc ultra puissant, mais comme si ça suffisait pas, on peut encore améliorer le tout avec une autre technique que nous allons voir pour finir, l'abstraction des méthodes. L'idée, c'est de définir une méthode dans une classe parent, donc par exemple dans personne, qui du coup va avoir une définition, donc un certain comportement, le code qui lui est défini, et de pouvoir modifier son comportement dans une classe enfant. Comme ça, quelle que soit la façon dont est stockée la classe enfant, ce sera sa redéfinition qui sera utilisée. En général, pour les méthodes très génériques, ça peut être cool pour pouvoir spécifier certaines choses que doit faire une classe, sans avoir à créer 20 milliards de méthodes et que ça devienne horrible. Mais bon, il est quand même possible d'appeler la méthode comme elle est définie dans la classe parent, donc via directement son espace de nom, donc de la classe parent, de petits points la méthode. Comme ça, vous pouvez définir un comportement général dans la méthode parent et dans la méthode enfant, vous redéfinissez un comportement plus spécifié. Par exemple, pour un jeu vidéo, une attaque, vous définissez une classe personnage avec une méthode attaque, et selon le type de personnage, donc qui seront des classes différentes, vous modifiez légèrement l'attaque. Bon, c'est un exemple d'utilisation. Comme ça, juste avec la classe personnage, vous pourrez utiliser la méthode attaque sans avoir à créer plein de moyens différents pour utiliser chaque méthode attaque de chaque classe, et donc au final c'est beaucoup plus simple. Bon, par contre, pas toutes les méthodes peuvent être utilisées selon cette méthode, qu'un seul type de méthode peut être utilisé, les méthodes dites virtuelles. Alors bravo la faute d'orthographe ici. Pour ça, il suffit juste de rajouter virtual avant la déclaration de la fonction. Donc là, par exemple, la méthode job virtual, donc qui est virtuelle. Ah, et d'ailleurs, si vous mettez la définition dans un point source, pas besoin de remettre le virtual. Juste à la déclaration, c'est important. Et donc, dans la classe enfant développeur, on peut changer son comportement. Et à la place d'afficher un CNO, elle va retourner développeur du langage sélectionné. Donc là, par exemple, le développeur C++. Et ça, même si de base, la variable est passée en tant que personne. Si elle était créée en tant que développeur, alors c'est cette méthode-là qui l'emporte. Bon, ce qui est, disons-le, extrêmement puissant. Bon, quelques petits trucs à noter. Il faut que les déclarations des méthodes soient les mêmes, sinon vous aurez des erreurs bizarres et ouais, des trucs assez énervants. Donc faites gaffe. Et aussi ici, j'ai rajouté le petit mot override, donc qui veut dire au-dessus. Donc pour dire que cette méthode-là est au-dessus de celle-là. Bon, ça c'est plus obligatoire depuis un petit moment en C++, mais bon, comme ça au moins vous le connaissez. Bon, je ferai pas l'effort de le remettre, mais bon, comme ça, voilà, vous connaissez. Et dernier petit truc, ces méthodes ne peuvent être déclarées ni inline ni statique, donc elles doivent juste être normales. Et d'ailleurs, un petit truc ici qui pourrait tarauder les mecs qui connaissent bien le C++, c'est que en général, les destructeurs doivent être déclarés comme virtuels. Et d'ailleurs, les constructeurs aussi, mais eux, ils le sont par défaut, c'est obligatoire, c'est le compiler qui s'en charge, donc pas besoin de le mettre. Théoriquement ici il faudrait que je rajoute virtual. Comme ça, chaque destructeur de chaque classe parent et enfant sont appelés un par un, et vous évitez pas mal de bugs mémoire et de bugs possibles suite à la non-destruction d'un truc par le destructeur. En sachant que c'est des bugs très relous à régler, je vous conseille de vraiment le mettre, comme ça vous aurez pas ce problème. Et maintenant que vous savez que tout ça, vous avez des bases des classes en C++. Il y a encore des choses plus avancées qu'on pourrait dire encore, mais on va pas le faire maintenant. J'aimerais avant voir quelques autres petits trucs, mais en tout cas ce système là, il faut vraiment le garder en tête, parce qu'il nous sera très utile dans le futur. Bon, c'est tout pour ce petit cours, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à changer de vous abonner et tout et tout. Bon, plus les cours ils avancent, plus nous pourrons faire de choses et plus ça devient stylé. D'ailleurs j'ai prévu certainement dans quelques cours d'essayer de vous mettre au défi avec un petit projet ou un truc comme ça, que vous pouvez faire si vous voulez, ça pourrait être cool. Bon, en tout cas on avance dans notre compréhension du C++, et ça fait très plaisir à voir, même si pour l'instant on est que dans la partie simple encore, ça va devenir de plus en plus complexe mais aussi du coup de plus en plus intéressant. Ne vous inquiétez pas, on a encore plein de trucs très rigolos à voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne création de classe, et sur ce je vous dis à plus.